Je suis en train de les filmer là. Ils aboient la commande. Voilà, je vous appellerai dans un moment. Ah, il y en a qui est en train de copuler. Voilà, un petit là. peu de calme là, Ouais. les enfants. Oui. Alors vous avez pu remarquer déjà que les loups n'aboient pas. Ils ne savent pas aboyer les loups. Ils hurlent. Ces hurlements sont déclenchés par ma présence et par les fréquences de ma voix dans les micros. Lorsque j'arrive et lorsque je parle, eh bien les loups sont incités à hurler, car à ce moment, eh bien c'est le moment du repas, et au moment du repas, au moment de la nourriture, eh bien les loups se resituent dans leur hiérarchie. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien tout simplement, les dominants, les chefs, montrent qu'ils sont bien là en tant que chefs, en tant que dominants, peut-être pour manger en premier, hein, puisqu'il y a la nourriture. Car dans un clan, il y a toute une hiérarchie et il y a toujours un loup ou deux loups qui mangent en premier. Et à partir du moment où la nourriture arrive, eh bien, ils montrent qu'ils sont les chefs. Et pour montrer qu'on est chef, lorsqu'on est loup, eh bien, on a plutôt la queue en l'air. Les oreilles pointées vers le ciel, le port de tête un peu plus haut, et on roule un peu les mécaniques. Lorsqu'on est dominé, au contraire, eh bien, on a la queue entre les jambes. On se fait tout petit, on a les oreilles rabattues, et parfois on est obligé de se coucher sur le dos, en signe de soumission, vous l'avez peut-être vu. Voilà, c'est ainsi lorsqu'on appartient à un clan de loups. Il y a toute une hiérarchie du dominant ou souffre-douleur, le dernier en bas de l'échelle qui est là eh bien, pour passer les humeurs de tout le monde. Alors le loup, qui est-il? Eh bien tout d'abord c'est un mammifère, un animal qui a des mamelles, qui allait de ses petits. Il est carnivore, il mange essentiellement de la viande, parfois quelques fruits dans les bois. Et il est sauvage, donc il vit en pleine nature, il n'a pas besoin de l'homme. Est-ce que vous connaissez le plus grand des mammifères, les enfants? Allez, j'ai dit les enfants. La baleine, d'accord, très bien. Et maintenant je m'adresse aux adultes, est-ce que vous connaissez le plus petit des mammifères? Je ne veux pas dire une connerie, donc je ne vais rien dire. Non. La musaraigne. Il y a peut-être des enfants qui le savent. La musaraigne. Alors? C'est plus petit que la souris, c'est comme une souris. Musaraigne. Non. C'est la musaraigne. Alors pas n'importe laquelle, la musaraigne étrusque. Elle fait 3 grammes, elle tient sur l'ongle du pouce, hein, si on la prend sans doute. 3 grammes. T'en avais déjà entendu parler de Elle vit dans les cours d'eau du sud-ouest de la France et malheureusement elle est en voie de disparition à cause de la mauvaise qualité de l'eau, à cause de l'homme qui pollue encore beaucoup trop de partout. Donc d'un côté on a une très très grosse baleine, 100 tonnes. En face on va mettre la petite souris, 3 grammes, sur l'ongle. Au milieu on va trouver le loup dans l'échelle des mammifères, qui fait à peu près entre 50 et 80 kilos pour les plus gros. Alors ce loup, eh bien, on en parle depuis très longtemps. On a toujours parlé du loup. On a dit que le loup était féroce, sanguinaire, que le loup attaquait l'homme, que le loup était un mangeur d'hommes. Alors pourquoi cela? Eh bien ici, à Coursieux, on a retenu une réponse à cette question. Bien évidemment, il y en a d'autres. Il faut savoir qu'il y a très très longtemps, sur notre territoire, en France et en Europe, eh bien, il y avait beaucoup de loups, mais il y avait également beaucoup de guerres, une époque où les hommes se battaient souvent. On se faisait la guerre pour des questions politiques ou religieuses. Et vous savez comme moi que lorsqu'on se fait la guerre, ça engendre, ça provoque beaucoup de morts. À cette époque-là, on n'avait pas toujours le temps d'évacuer les morts et les mourants qui gisaient sur les champs de bataille. Et les loups étant très présents dans le milieu naturel, eh bien ces loups rentraient sur les champs de bataille et ils venaient se nourrir de cadavres, d'hommes morts, tout simplement. Et il y avait également 2 maladies qu'on ne savait pas traiter, la peste et le choléra. Lorsqu'elles arrivaient dans un village, ces 2 maladies faisaient des ravages.
Tant et si bien que les villageois prenaient peur. Alors, ils n'avaient pas trop le choix, ils prenaient leur baluchon, on partait, et on quittait précipitamment son village, sa maison, en laissant un peu tout derrière soi. On ne prenait même pas le temps d'enterrer les pauvres gens qui étaient décédés de ces deux maladies. Et les loups étant très présents dans les milieux ruraux, autour des villages, des maisons, des fermes isolées, eh bien ces loups s'approchaient de ces habitations et ils venaient encore une fois jouer un rôle d'éboueurs, de charognards, de nettoyeurs en se nourrissant de cadavres. Et à partir de là, eh bien on a décrété que le loup était un mangeur d'hommes, que le loup attaquait l'homme. On a fait des gorges chaudes sur le loup, on a raconté un peu de tout et n'importe quoi. Mais on n'a jamais pu prouver qu'un loup sain, c'est-à-dire un loup en pleine santé, avec toute sa tête, bien debout sur ses quatre pattes et bien vivant, et attaquer un homme, lui aussi, bien vivant. On n'a jamais pu le prouver. Ça, les historiens le disent bien dans leurs bouquins, dans leurs écrits. Alors par contre, à cette époque, eh bien, il y avait la rage. Et la rage est une maladie qui rend les hommes et les animaux un peu fous. Lorsqu'on a la rage, eh bien, on perd la tête et on a envie de mordre. Eh bien, c'est ce qui a dû se passer. Des loups enragés, des loups qui donc avaient perdu leur tête et qui par là même avaient perdu la peur de l'homme. Eh bien, ces loups, tout en s'approchant de quelques maisons aux fermes isolées, venaient mordre tous ceux qui se présentaient sur leur passage. Hommes, femmes, enfants, animaux domestiques, mais parce qu'ils étaient malades et non pas parce qu'ils avaient envie d'attaquer l'homme. Pourquoi il se fait attaquer, lui? Et arrêtez de crier, s'il vous plaît. C'est tout à fait normal ce qui se passe dans le parc. Voilà. Ça y est, c'est bon là? Peu de silence. Merci. Alors par contre, on peut dire avoir une faim de loup. Ceci n'est pas surfait, car le loup a un estomac qui est environ le double de celui de l'homme. Alors pourquoi un si gros ventre? Vous me direz, je connais certains hommes qui ont de bons ventres. Le loup a une capacité estomacale assez impressionnante. Et bien de son estomac, de son ventre, il va s'en servir comme moyen de transport. Lorsque vous allez faire vos provisions dans les grandes surfaces du coin ou l'épicerie du village, eh bien vous prenez un sac à dos, un caddie, la voiture, un panier à provisions, et vous ramenez toutes vos provisions à la maison. Le loup, lui, il n'a rien de tout cela. Pas de vélo, pas de voiture, pas de panier à provisions, pas de sac à dos. Alors comment va-t-il faire pour ramener de la nourriture aux bébés louveteaux qui sont restés dans les litotes, dans les terriers, et qui sont trop petits pour prendre part à la chasse? Eh bien, ces grands loups vont partir le soir ou le matin dans la pénombre. Ils vont se mettre en chasse, et grâce à leur odorat, grâce à leur nez, ils vont essayer de trouver une trace d'élan, de rennes, de bœufs musqués, de petits bisons. Ils vont parfois chasser toute la nuit. Ils vont attraper l'animal, le tuer, se nourrir grassement. Ils vont manger comme des gloutons grâce à leur ventre, qui peut supporter une grosse capacité de viande. Et ils vont faire le chemin inverse, revenir vers les litotes, vers les terriers, où attendent les bébés louveteaux. Et là, ces grands loups qui rentrent de la chasse vont régurgiter la nourriture. Une nourriture qui aura été prédigérée et beaucoup plus digestive pour ces petits loups qui attendent leur manger. Alors en général, eh bien, ce sont le mâle ou la femelle dominante qui vont assurer cette tâche. Mais dans un clan assez important, eh bien, d'autres loups pourront également donner à manger, apprendre aux jeunes à chasser. Mais dans un clan, il n'y aura qu'un mâle, qu'une femelle, cette fois, qui auront, eux, le droit de reproduire. Les autres éléments du clan vont subir une véritable castration psychologique, ils ne reproduiront pas, et même les autres femelles ne rentreront pas en ovulation. Et c'est très bien ainsi, car si tout le monde se reproduisait sur le même territoire, dans le même clan, eh bien il n'y aurait pas assez de nourriture pour tout le monde sur ce territoire. Et c'est la raison pour laquelle, si un nouveau couple veut se former, eh bien il devra trouver un autre territoire, un territoire vierge, à côté du premier par exemple. Voilà,